J'ai arrêté de penser. J'ai découvert que le problème venait de mon cerveau. Parfois, ce sont les personnes que l'on imagine capables de rien qui font des choses que personne n'aurait imaginées. La mécanique de l'esprit. Salutations, c'est Paul et Anaïs pour un nouvel épisode de Cinéma de Quartier. Et d'ailleurs, bonne année 2023, Anaïs. Bonne année à toi. Comment ça va ? C'est reparti pour une année de cinéma. Pour une année de cinéma, encore et toujours. Bon, comme son nom l'indique, notre émission parle de cinéma, et plus précisément de films de quartier, qu'importe son genre et son pays. On va faire le résumé, vous présenter les têtes pensantes du projet et faire une petite analyse dans l'ensemble. Bref, vous commencez à connaître la chanson. Et pour cette première émission de 2023, nous allons encore voyager, cette fois-ci plus près de chez nous, plus particulièrement en Grande-Bretagne. Tout comme les États-Unis, le pays de Shakespeare et des Beatles a une certaine culture des quartiers populaires qui a été retransmise un nombre incalculable de fois sur grand écran quand même. Aujourd'hui, c'est dans les banlieues de Manchester du début des années 90 où nous allons poser nos valises. Culturellement parlant, en tout cas les années 90 au Royaume-Uni, c'était la folie. L'apparition d'artistes musicaux tels que Blur, Oasis, The Prodigy ou encore des Spice Girls à cette époque. Ouais, et Manchester, la ville où le film se déroule, était en elle-même une ville donc très très active dans le domaine musical, au point qu'on l'avait surnommée Madchester au lieu de Manchester, un jeu de mots pour parler de la folie artistique de la ville. En tout cas, moi j'étais pas au courant qu'on surnommait Manchester comme ça. C'est vrai. C'est vrai. Bon, en Angleterre, en général, c'était l'arrivée de Tony Blair au poste de Premier ministre, donnant un coup de frais à la politique anglaise. C'est également la folie dans le monde de la mode, puisque Londres devient l'une des capitales dans ce domaine grâce à Anna Wintour et son lieu de formation, en tout cas Central Saint-Martin's. Au cinéma, il y avait 4 mariages à un enterrement, Trainspotting ou encore GoldenEye, et dans les librairies, Harry Potter débarquait. Bref, la Grande-Bretagne à l'époque c'était la classe, et ce n'était pas étonnant de voir des gens afficher le drapeau britannique sur leur t-shirt ou coussin. Cependant, derrière cette popularité culturelle, il y a mine de rien un pays qui cherche à cicatriser ses plaies avec les moyens du bord. Notre film d'aujourd'hui illustre parfaitement cette Angleterre peu mise en avant. Ce film, c'est Raining Stone. Stay quiet, he might come down. There's one here on its own. Get it! She'll get it! Oh, we... Oh, blimey, it's got loads of bottle, hasn't it? Go on, get hold of it, smash it. Go on. How many times have you been in that position with a sheep? The church has decided that when a child reaches the age of 7, it's time for the parents to prepare them for their first Holy Communion. How much is this communion going to cost us? Our dresses start from £50 and they go up to £90. I don't care how long it takes or what I've got to do. She's going to get a dress. Now it all depends if I get my hands on a van. How many owners has it had? Oh, there's only one owner. Who was it? Ben Eyre? Who's Ben Eyre? Does he live on the estate? Oh, come on, this is us kids. We're on our way up now. Then you want a veil from £5.99 up to £9.99. Does it look really lovely on her? There's no reason for you and Anne to be going into any debt because of it. This is her big day. And ours. This is once in a lifetime. I'm in the area doing drains, and I wonder if you'd like yours cleaned out. There's nothing wrong with my mains. What I do basically is lift your manhole cover off, put my rods together, rod it through, make sure it's clean and clear for you. Oh my God. Sounds great, it's just what I need. Get in here. Why? Get in. Oh, Jesus! I think that did the trick, Bob. When you're a worker, it rains stones 7 days a week. Mrs. Williams. Nice to meet you, love. Throw your bastard! Look, you don't just come barging in somebody's house. Then shut it! You've got a dickhead for an husband and he owes me money. You've got no bleeding right, Bob. You really haven't. Jesus. God. It's like a princess. She's lovely, isn't it? Go on, Colleen, give us a twirl. Oh, yeah. Raining Stone est un film anglais sorti le 6 octobre 1993 et réalisé par Ken Loach. Le film a pour casting principal Bruce Jones, Gemma Phoenix, Ricky Tomilson ou encore Julie Brown. Le film possède un important succès critique et est récompensé par le prix du jury au Festival de Cannes 1993. Dans une banlieue misérable de Manchester, Bob, un chômeur de longue date, essaye de s'en sortir financièrement. Avec son meilleur ami et comparse Tommy, chômeur lui aussi, il se nourrit de boulot à la tire. Nettoyer les égouts du quartier, vendre de la viande au marché noir ou encore soulever de la terre dans des propriétés privées, tout est bon pour Bob afin de se faire de l'argent. Ce bon père de famille catholique a un objectif en tête, acheter la plus belle robe de communion pour sa fille Colleen. Beaucoup de ses proches, comme sa femme Anne, Jimmy, son beau-père ou encore le père Barry, essayent de le dissuader de se ruiner.
Mais Bob est borné dans son objectif et ne veut rien devoir à personne. Dans sa quête, Bob va être confronté à de nombreux obstacles qui vont sérieusement l'affecter, notamment le vol de son camion, qui est l'élément déclencheur qui ouvre l'histoire, ou encore sa difficulté à garder un travail stable comme être videur dans une boîte de nuit. Parmi les risques qu'il entreprend, il va emprunter de l'argent à l'usurier du coin, le redoutable Tenzi, qui se montre intransigeant lorsqu'on ne le rembourse pas. Après ce résumé quand même très court, en tout cas ça change, c'est l'heure de la pastille d'Anaïs. Alors Anaïs, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui ? J'ai trouvé que c'était très tentant de parler de Manchester, puisque Raining Stone se déroule dans le Grand Manchester, c'est-à-dire dans la banlieue autour de la ville. Et donc moi j'ai décidé de m'intéresser à la ville en elle-même. D'accord. Évidemment, c'est toujours un peu caricatural de résumer un endroit en quelques mots, mais si on devait donner simplement quelques indications concernant Manchester, il faudrait dire passé ouvrier, foot et surtout musique. Pour le foot, j'y reviendrai un peu plus tard. Voilà, je m'y attends. Mais pour la musique, j'aimerais vous parler de beaucoup de films qui ont vraiment lancé en fait Manchester au niveau cinématographique. Donc avant l'émergence d'une nouvelle scène musicale, la ville n'avait pas forcément une bonne réputation. Elle était considérée comme sombre, froide, voire même sale. Donc elle était loin d'être prestigieuse. Mais la créativité de nombreux groupes musicaux, pour certains venus de la banlieue, pour beaucoup d'entre eux même, ont totalement changé le regard que l'on portait sur elle. On a déjà cité quelques groupes en début d'émission, mais cette ville du nord de l'Angleterre a aussi été le berceau de Joy Division, des Smiths, d'Oasis ou encore de The Verve. Donc petit rappel pour certains, découverte pour d'autres, Manchester, c'est ça. C'est aussi ça. Ou encore ça. Et selon moi, il y a un film qui capte particulièrement bien cette ambiance, c'est-à-dire le moment où Manchester devient à la fois une ville rock, mais aussi une ville dans laquelle on danse, tout le temps. Et ce film, c'est aussi un film qui parle du dance floor, donc, et d'un homme en particulier. Donc on va revenir sur cet homme. Je vous donne le titre du film, c'est 24 Hour Party People, qu'on pourrait traduire par des personnes qui font la fête 24 heures sur 24. Un titre bien original, et tu vas nous parler du coup de la vie des nightclubbers anglais. Eh bien un petit peu, puisque le film s'intéresse à la vie musicale mancunienne, donc mancunienne de Manchester, c'est un adjectif intéressant, vous pouvez le passer au Scrabble si vous voulez. Donc on s'intéresse à la vie musicale de Manchester, de la fin des années 70 jusqu'au début des années 90, et dans ce faux documentaire, on suit Tony Wilson, qui est journaliste, critique musicale, mais surtout fondateur d'un des labels les plus importants du moment, j'ai nommé Factory Records. Alors entre scènes de concert et prises de bec au sujet de la gestion d'un label ou d'un nightclub, ce film très très riche nous en apprend beaucoup sur l'émulation, l'agitation qui gouvernait la ville dans ces années-là. Je vous préviens, selon moi, le film a quand même pas mal vieilli d'un point de vue esthétique, mais il a le mérite de nous plonger dans l'effervescence de ce Manchester. Ah, ça y est, j'ai capté le jeu de mots. J'espère que les auditeurs aussi. Donc pour ceux que le rock, le punk ou encore la new wave intéressent, un documentaire de la BBC vient tout juste de sortir sur un club légendaire de la ville, The Hacienda. Voilà le nom du club et à la fois le nom du documentaire que vous pouvez trouver facilement en ligne. Et dans cette lignée, vous avez aussi Control. Sorti en 2007, ce biopic, donc ce film biographique, se concentre sur la trajectoire de Ian Curtis, le leader de Joy Division. Le film est tourné en partie dans le sud de l'Angleterre et en partie dans le nord, à Manchester. Le rôle de Ian Curtis est revenu à l'acteur Sam Riley, mais est-ce que tu peux deviner qui était pressenti à l'époque ? Attends, c'est large, parce que Sam Riley, c'est un acteur plutôt jeune. À cette époque-là, peut-être Ben Whishaw, le mec qui incarnait Q dans Skyfall, Spectre et... Pense filmographie Ken Loach. Ça doit être un inconnu, mais je vois pas du tout. Eh bien, le réalisateur avait d'abord envisagé Cillian Murphy. Sérieux ? Voilà, donc tu vas ensuite un peu parler dans l'émission. Le monde est petit. Donc pour en revenir au film, ce biopic est vraiment à conseiller aux fans de Joy Division, aux fans de Manchester, aux fans de rock en général.
Mais Manchester, ça n'est pas que de la musique, c'est aussi, et comme partout ailleurs, des cultures qui se croisent. Et si vous souhaitez découvrir un autre film sur cette ville, je peux vous conseiller Fish and Chips. Bon, désolé, c'est appétissant comme ça, mais ça n'est pas un documentaire sur la cuisine locale. C'est une comédie dramatique, désolé. C'est une comédie donc, qui s'intéresse à la communauté pakistanaise du nord de l'Angleterre dans les années 70. Alors, je triche un peu, parce qu'en fait, le film a été tourné dans la banlieue de Manchester, comme Rolling Stones, donc ça n'est pas réellement à Manchester, mais bon, on parle de banlieue, on est raccord avec le thème de notre émission. Dans cette comédie dramatique, on observe des adolescents et des jeunes adultes qui essayent de manœuvrer entre leur désir d'émancipation et les traditions familiales assez lourdes. Élevés en Angleterre, ils se dressent contre les idées de leur père, qui est à la fois un clown et un tyran. C'est pas pour rien que ses enfants le surnomment Gengis. Et dans Fish and Chips, on voit des jeunes se débrouiller pour démêler les fils de la tradition et de la modernité, tout en évitant à tout prix le mariage arrangé désiré par leur père. Voilà. Mais donc, on est dans une veine bien plus joyeuse que Rolling Stones, mais le film expose quand même de nombreux commentaires sociaux. Et pour continuer à parler de lutte politique à travers le grand écran, je te passe le relais. Place à Ken Loach. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup Anaïs pour ta pastille. Toujours aussi bien comme d'habitude. Donc du coup, merci à toi. Maintenant, on va attaquer l'analyse du film. Et comme le veut la tradition de cette émission, on commence toujours par le réalisateur du film. Et cette fois-ci, c'est Ken Loach. Alors, de tous les réalisateurs qu'on a évoqués depuis la création de cette émission, Ken Loach peut se vanter d'être celui qui a le CV le plus gargantuesque jusqu'à maintenant. En plus de 50 ans de carrière, le bonhomme a à son actif plus d'une trentaine de longs métrages. Ouais, ça semble être un pari plutôt risqué de faire un résumé complet de toute sa carrière. On va pas se lancer là-dedans. Sinon, ça va durer 3 heures. Bon. On va essayer de rester dans les grandes lignes afin d'éviter de perdre le moins de monde possible. Fils d'une famille très modeste, Loach trouve sa vocation artistique en faisant du théâtre durant ses études dans la prestigieuse université d'Oxford. Mais au début des années 60, Loach se découvre des atomes crochus pour la réalisation et fera ses premières armes avec la mise en place de 3 épisodes de la série policière britannique du moment, Z-Cars. En 1966, il réalise Cathy Come Home, un téléfilm racontant la déchéance d'une famille frappée par le chômage et l'expulsion de leur foyer. Ce téléfilm avait beaucoup marqué à son époque, notamment avec sa thématique ultra-sociale, ce qui en faisait presque une anomalie dans le paysage télévisuel britannique, largement dominé par les émissions des Monty Python ou des séries comme Doctor Who, oui parce que ça existait Doctor Who à cette époque, ou des séries comme Chapeau melon et Bottes de cuir. Cela suffit à Loach pour tenter sa chance dans le monde du cinéma. Et le passage de la télévision au grand écran est assez prometteur en son cas. Et oui, et les débuts sont plutôt quand même encourageants, en tout cas mine de rien, avec ses 2 premiers longs métrages sortis à la fin des années 60. Pas de l'âme pour Joy, qui raconte les tourments amoureux d'une femme partagée entre son mari voleur et le complice de ces derniers, et un film qui s'appelle Kess, centré sur un jeune garçon d'une famille pauvre qui se lance dans le défi de dresser un faucon. Oui, alors je me souviens que mon frère avait vu ce film lorsqu'il était tout jeune, en primaire, et ce film ne lui a malheureusement pas laissé de très bons souvenirs, il était apparemment un peu trop jeune pour visionner un film aussi lourd, aussi chargé, aussi dramatique. Ouais, bien que le héros soit un enfant, c'est quand même assez rude de mettre directement ça à un gamin en primaire, effectivement. Et je comprends. Bien que Ken Loach ne chôme pas dans les années 70 et 80, c'est à partir des années 90 que son travail va être enfin reconnu dans le monde entier et va faire de lui l'un des porte-étendards du cinéma britannique. Ken Loach est par ailleurs le recordman du nombre de sélections au Festival de Cannes, avec 14 films en compétition sur 19 présentés. Avant de parler en détail de ce qui fait l'identité de Ken Loach, voici une petite liste de 5 films si vous voulez vous plonger dans l'univers de ce dernier. Alors pour commencer, nous avons Land of Freedom, c'est le premier que j'ai vu en tout cas, un film historique qui raconte la révolution sociale espagnole de 1936 à travers les yeux d'un militant communiste britannique. My Name is Joe, qui raconte la rédemption d'un ex-alcoolique à travers sa relation avec une assistante sociale. Sweet 16, quant à lui, nous montre un adolescent se lançant dans le trafic de drogue afin d'aider sa mère toxicomane à se reconstruire. Le vent se lève, première palme d'or pour notre cinéaste, nous raconte la destinée de 2 frères durant la guerre d'indépendance irlandaise. Ouais, alors beaucoup de comédie, beaucoup de fou rire en perspective. Et j'ai un peu peur que tout le monde s'étouffe dans toute cette joie, donc rassure-moi. Il y a un peu de drame quand même là-dedans.
C'est des films dramatiques, en tout cas, mine de rien. Mais après, il n'a pas fait que des drames non plus. On peut citer La part des anges, une comédie qui parle d'un petit voyou qui, afin de se réinsérer dans la société, va se lancer dans le commerce du whisky. Et j'aimerais faire une petite mention spéciale pour ce qui est peut-être mon Ken Loach préféré, avec Looking for Eric. Un film trop sous-estimé à mon goût, qui raconte l'histoire d'un postier dépressif fan de Manchester United, qui va reprendre sa vie en main grâce à ses hallucinations qui lui montrent son idole, Eric Cantona. It must have been tough on you when you got banned. 9 months, the bastards. That twat got what he deserved. I had to work hard, dig deep inside. I needed something to fill me up when I was on my own, something to aim for, It's funny, isn't it? Sometimes we forget that you're just a man. I'm not a man. I am Cantona. Ah là là, cet accent anglais à couper au couteau de Eric Cantona, ça me fait toujours plaisir. Et je pense que vous commencez à comprendre l'identité du cinéma de Ken Loach. Si vous suivez bien, en tout cas, les résumés qu'on vous dit, c'est un cinéma très engagé politiquement, chargé d'illustrer un certain réalisme social. Son cinéma, à quelques exceptions près, est beaucoup tourné autour de la classe ouvrière britannique. Et ce genre-là, donc le cinéma social, comme tu l'as dit, a aussi une longue tradition en France et il est particulièrement représenté aujourd'hui par des réalisateurs francophones. Dans ce genre de film, nous pouvons retrouver les cinéastes belges, Jean-Pierre et Luc Dardenne, ou encore les Français Philippe Luret, Stéphane Brisé et bien d'autres. Il y en a beaucoup qui se lancent là-dedans. Et Rolling Stone représente bien ce qu'on fait comme idée du cinéma de Ken Loach. Alors, je ne vous cache pas que nous avons trouvé très peu d'informations concernant la genèse du tournage de ce film. Cependant, on devine facilement comment Loach a procédé pour mettre en place son intrigue. La méthodologie du cinéaste est pratiquement la même depuis de nombreuses années et est connue par beaucoup de cinéphiles. Commençons d'abord par son travail avec les acteurs. Loach a la réputation de ne prendre que des acteurs débutants ou amateurs totalement inconnus au bataillon pour porter ses récits à l'écran. Et a priori, il faudrait revoir cette idée ou du moins la nuancer. C'est vrai, parce que dans certains de ses projets, Loach a fait appel à des acteurs et actrices reconnus pour incarner ses personnages à l'écran. C'est le cas beaucoup de ses films historiques, avec Ian Hart pour Land of Freedom. Si vous ne voyez pas qui c'est Ian Hart, c'est Quirrell dans Harry Potter. Ou Cillian Murphy pour Le vent se lève. Notre Tommy Shelby à nous a commencé avec Ken Loach, en tout cas mine de rien, en tout cas un de ses premiers. C'est de même pour certains de ces films qui se passent dans notre époque actuelle, comme avec Adrian Brody avec le film Bread and Roses, ou encore Peter Mullan avec My Name is Joe, qui a remporté un prix pour son interprétation à ce moment-là. Et pour Looking for Eric, c'était obligatoire quand même de prendre Eric Cantona, car l'ex-footballeur de Manchester United était l'un des moteurs de l'intrigue. Ouais, évidemment. Et puis il commençait déjà à se faire une petite carrière dans le milieu du cinéma, parce qu'à l'époque du tournage de Looking for Eric Cantona avait déjà joué dans plus d'une dizaine de films. Et en plus, c'est un bon acteur en tout cas, mine de rien. Il a fait une bonne reconversion. Il continue sa carrière. Oui, il continue. Et en ce qui concerne Rolling Stone, pratiquement tout le casting n'est rempli que de parfaits inconnus. En tout cas, pour nous, les Français. Bruce Jones et Ricky Tomlinson, les acteurs jouant Bob et Tommy, avaient déjà un petit bagou de théâtre, de télévision et de cinéma. Mais à l'époque, dans leur pays, ils n'avaient pas un visage si reconnaissable pour le grand public et ne croulaient pas non plus sur les projets en tout genre. Lors de ces castings, Loach s'intéresse beaucoup au passé de ses interprètes, et s'ils ont eu des expériences réelles semblables à ces personnages, alors ça ne fera que renforcer Loach à les choisir. Ricky Tomlinson, par exemple, avant de se lancer tardivement dans la comédie, était plâtrier pendant de nombreuses années et était très actif dans les syndicats d'ouvriers. Oh Dieu de merde. Alors, qu'est-ce que t'as vendu? Que dalle, j'ai rien vendu, j'ai même pas pu les donner. Et toi, t'as fait quoi? 4 livres 50. 4 livres 50, c'est tout? Dis donc, t'as pas dit qu'on devait se faire des couilles en or? Ah, calme-toi, Bob, sois patient, c'est pas le bon endroit, faut aller ailleurs. Faut essayer d'autres bars, et puis les pubs, on devrait peut-être essayer le horse-jockey aussi, pourquoi pas le petit Rod? Qu'est-ce que t'en dis? Je suis d'accord. On se boit une panne d'abord? Une demi. Une demi? Une demi. Passe-moi ta viande, je vais la mettre dans le camion. Loach préfère tourner son histoire dans l'ordre chronologique et ne donne que les dialogues le jour J, afin de donner plus d'authenticité à ses acteurs qui ne se contenteront pas de réciter le texte une fois la prise lancée. Cependant, quand une séquence demande une émotion forte, le réalisateur n'hésite pas à ne pas mettre au courant certains de la véritable nature de la scène qui s'apprête à être tournée. Et ce n'est pas le seul cinéaste à utiliser ce procédé. Dans l'histoire du cinéma, il y a beaucoup de réalisateurs qui ont joué avec cet effet de surprise.
Les réactions spontanées des comédiens sont souvent à la hauteur des attentes, mais ça crée aussi parfois un choc important chez certains d'entre eux, puisqu'ils se sentent piégés. Voilà, ça pourrait presque faire l'objet d'une émission à part entière. Et en tout cas, toi, tu vas nous expliquer en quoi cette méthode est intéressante d'un point de vue cinématographique. Comme les exemples valent mieux qu'un long discours, le meilleur exemple est la scène où l'usurier et son garde du corps viennent chez Bob pour mettre un coup de pression à Anne, la femme de Bob, et Colin, sa fille. Julie Brown, l'interprète de Anne, n'était pas au courant que l'acteur qui joue l'usurier allait, dans la scène, la forcer à lui refiler sa bague de fiançailles. La surprise mélangée au stress et à la peur a amplifié le jeu de l'actrice dans cette scène de pur désespoir. Fais voir tes doigts. Fais-moi voir tes mains. Pourquoi? Fais voir tes mains, Non. grouille. Allez, dépêche-toi. Enlève tes bagues. Enlève tes bagues. C'est mon alliance. Ravissante, la petite. Oh, je vous en prie, laissez-nous, allez-vous. Tu veux qu'elle reste ravissante? Arrêtez. Si tu veux qu'elle reste aussi ravissante, enlève tes bagues. Pose-les sur la table. Je suis pas d'accord, non. Allez, dépêche-toi. Oh, s'il vous plaît. À moins que tu veux qu'il te les enlève, alors tu te dépêches et tu les poses, mène-toi. De la même manière qu'il ne veut pas tricher avec ses acteurs, Loach ne veut pas tricher non plus avec sa mise en scène. Influencé par les codes du documentaire, Loach les applique sur son propre film pour rendre son contenu le plus réaliste possible. Ici, la caméra cadre le plus efficacement possible et reste libre de ses mouvements, même si elle est sur trépied. N'usant pas d'artifice, Loach opte pour la lumière naturelle, faisant avec ce qu'il a sous la main. S'il utilise des artifices alors il est très fort parce que ça ne se voit pas du tout à l'écran. Il cherche très peu à corriger certains défauts. Donc en quelque sorte, il privilégie le réalisme à la beauté des plans, c'est ce que tu nous dis. C'est un petit peu ça. Après, c'est pas pareil pour ces films historiques, mais ça, c'est un autre sujet à part. Si la séquence se passe en intérieur et que les fenêtres reflètent une surexposition du paysage extérieur, il ne cherchera pas à corriger ce défaut. Voilà, et entre parenthèses, surexposition, ça veut dire trop de lumière, donc une image saturée. Exactement. Si une pièce a très peu de points de lumière, ce qui donne beaucoup d'obscurité en tout cas au décor, il ne va pas trouver un moyen pour qu'on voit mieux les expressions de nos personnages. Loach fait du spectateur un observateur, un témoin privilégié de ce qui se passe. Simple et efficace, une mise en scène humaine au profit de son récit. Et on comprend bien que le but est de se rapprocher le plus possible du documentaire, tout en continuant à faire de la fiction. Et donc pour continuer sur cette lancée, tu vas nous parler de la façon dont le cinéaste prend en compte l'histoire de son pays. En effet, pour comprendre le contexte qui entoure Rolling Stone, il faut qu'on s'intéresse au passé de la Grande-Bretagne avant la sortie du film. Bon, comme on vous l'a dit tout à l'heure, les années 90 sonnent comme une renaissance pour la Grande-Bretagne, en tout cas culturellement parlant. C'est que cette dernière a réussi à voir le bout du tunnel après des années compliquées économiquement et socialement parlant. Les années 70 sont une décennie noire pour le pays. Les tensions entre le Royaume-Uni et l'Irlande sont plus vives que jamais et les manifestations de travailleurs s'enchaînent pour essayer d'augmenter le salaire face à une vague d'inflation qui ne semble ne pas s'arrêter. Et le pic sera atteint entre 1978 et 1979 avec le fameux hiver du mécontentement qui mettra bien à mal la politique du Premier ministre de l'époque, pourtant membre du Parti travailliste, James Callaghan, déjà pas rangé par la sous-représentation de son parti à la Chambre des communes. 1979 voit l'arrivée de Margaret Thatcher, membre du gouvernement conservateur au poste de première ministre. Celle qu'on surnomme la Dame de Fer va appliquer une politique libérale sans pitié durant la totalité des années 80. Ouais, pour bien saisir l'histoire britannique et donc les films qui en parlent, il est vraiment important de comprendre le poids majeur et l'influence majeure qu'a eu cette première ministre à l'époque. Effectivement, sa politique a eu des conséquences lourdes puisque des institutions disparaissent ou sont privatisés, les syndicats ne sont pas épargnés et l'influence des partis qualifiés de socialistes ou de communistes perd en influence. Elle était très anticommuniste, en tout cas mine de rien Thatcher. Durant ces 3 mandats, le pays connaîtra une sérieuse vague de chômage, ce qui fera de Margaret Thatcher l'une des personnalités les plus détestées du pays. Ouais, pendant longtemps, elle a été au cœur des protestations de nombreux films ou de nombreuses chansons. Et même en France, Renaud lui avait consacré une chanson très très virulente qui était intitulée Miss Maggie. Encore aujourd'hui, Margaret Thatcher continue à hanter l'histoire britannique. Effectivement, son fantôme continue de perdurer. Rolling Stone sort en 1993, soit 3 ans après la fin du règne de Margaret Thatcher. Le Manchester montré dans le film est à l'image de ce que vivent plusieurs branches de la population britannique traumatisées, je dis ça entre guillemets, par la décennie qui vient de s'écouler. Le choix d'utiliser Manchester et ses banlieues comme lieu d'action n'est pas anodin.
Son port de marchandises, considéré comme le 3e plus important du Royaume-Uni, ferme en 1982 en raison du manque de trafic et des moyens pour accueillir les paquebots de plus en plus gros. Avec les réformes entreprises par Thatcher, ce n'est pas moins de plus de 150 000 personnes qui se retrouvent en situation précaire au début des années 80. Le film reflète parfaitement cette situation précaire que vivent ces chômeurs qui n'arrivent plus à trouver d'emploi stable pendant une très longue période. On peut citer par exemple le personnage de Tommy qui cache sa détresse à travers sa bonhomie et ses blagues afin de ne pas inquiéter ses familles ou ses amis. Tiens, papa, C'est quoi? va t'offrir un verre. Non. Ah non, pas ça, Tracy. J'en suis pas à ce point. Si ça venait de moi, il refuserait pas. Mais c'est pas la même chose. Ah non. J'en ai donné à maman et au frangin. Elle est pleine aux as, Tommy, elle peut le faire. Allez. T'es sûr? Oui, tiens, prends. Merci. Bonsoir. Écoute, le jour où je gagne au tiercé, je te paie l'intégrale de Luis Mariano, d'accord? Bob, le personnage principal de Rolling Stone, est le parfait reflet de cette société anglaise malade par ses conditions précaires. Il n'arrive plus à trouver de travail et ne se nourrit que de petits boulots plus ou moins douteux. Il n'est pas le seul à souffrir de ça puisque sa femme galère également et est obligée de faire des concessions, surtout que du couple. C'est elle qui s'occupe le plus de Colin. Bon, là, je pense que pas mal d'entre vous doivent sérieusement déprimer rien qu'en écoutant notre émission, surtout que pour débuter 2023 en beauté, mine de rien. Ouais, mais allez, restez. On vous promet que ça va s'améliorer. Oui, parce que nous avons réponse à tout. Tu as réponse à tout. Non, nous avons réponse à tout. C'est gentil de m'intégrer. Souvent, dans le genre du drame social, les films ne font pas de cadeaux à leurs personnages. Ces films ont pour but de montrer la vérité des situations présentées, ce qui abolit la frontière entre fiction et réalité. Mais alors, si le réalisateur et notre film d'aujourd'hui s'inscrit parfaitement dans ce registre, alors qu'est-ce qu'il a de si différent par rapport aux autres ? Le génie de Ken Loach réside dans une chose. Sa connaissance du pôle emploi anglais. Non, pas du tout. Sa connaissance du foot. Manchester United. Ah non, Rolling Stone, on parle pas de foot. Bon, Bah, dis-moi alors. je pense que plutôt à de la compassion. Aussi. Souvenez-vous, lorsque nous parlons des choix de casting, nous avons dit que Loach privilégie les amateurs aux pros pour porter les visages de certains de ses récits. Le fait que les acteurs de Rolling Stone soient inconnus au bataillon, ça joue quand même beaucoup. Nous nous identifions plus vite à un monsieur et madame tout le monde qu'à une star connue de tous, car on a le sentiment que nous pouvons le croiser dans la rue et qu'il peut être un membre de notre famille ou alors un bon copain. De plus, si les acteurs sont des anciens ou actuels ouvriers, alors on aura le sentiment que ces derniers savent ce qu'ils jouent. Bon, je vais prendre un exemple extérieur. Est-ce que tu as déjà entendu parler du film 2 jours, 1 nuit ? Oui, réalisé par les frères Dardenne. Et sorti en 2014. Le film nous parle d'une employée proche du licenciement qui essaye de convaincre ses collègues et de renoncer à leur prime pour sauver sa place. Le personnage est incarné par Marion Cotillard. Alors, je ne remets pas en cause le talent de l'actrice, qui est très bien dans ce film, mais je sais pas, mais le fait que je connais le visage et le parcours de Cotillard avant, surtout qu'en 2014, elle était déjà à l'apogée de sa carrière. C'était déjà une star, oui. C'était déjà une star. J'ai du mal un petit peu à m'identifier et à être touché par le parcours de son personnage, même si ce qu'elle vit est super dramatique. Oui, tu l'imagines pas comme une madame tout le monde avec qui tu pourrais aller au pub boire une pinte. Donc, bizarrement, j'ai un petit peu du mal en tout cas avec ce genre de truc. Je comprends. Et tu n'es pas le seul parce que les cinéastes jouent beaucoup avec la filmographie d'un acteur ou d'une actrice. Par exemple, tel comédien aura déjà une aura plutôt glamour ou sympathique ou au contraire effrayante. Et ça, les cinéastes s'en servent en fait. Donc si un film parle d'une star déchue, on peut avoir la tentation d'aller chercher une star, une ancienne gloire même du cinéma et de jouer avec cette cruauté-là qui est d'aller vers une star elle-même un peu déchue en réalité. Effectivement, le meilleur exemple, je pense que c'est Boulevard du Crépuscule, en tout cas mine de rien, qui est la synthèse de tout ça. Bon bref, revenons à notre sujet. Un autre facteur important est que le film ne verse jamais dans le misérabilisme. Et pour ne pas tomber dedans, le réalisateur contrebalance les moments dramatiques avec quelques instants de légèreté, qu'ils soient drôles ou non. Il y a plusieurs moments où la complicité de Bob et Tommy est accentuée par cette légèreté. Et ce, dès la scène d'introduction où ils tentent de capturer un mouton afin d'extraire la viande pour la revendre au marché noir. Ça donne quoi, un mouton? Ça te passe la gueule si tu mets pas de capote? Oh, vraiment très intelligent, très drôle, oui. Mais je suis très Du sérieux. mouton, pauvre demeuré, mais qu'attends-tu d'autre, hein? Oui, mais quoi? Montre-moi, sois précis. Tu as 4 gigots, avec les 2 épaules, et t'as plein de petites côtelettes en partant dans le sens des côtes. Combien de côtelettes? Je sais pas beaucoup. Oh, Tommy, alors, tu peux pas être sérieux 2 minutes.
Bah, compte les tâtelets, bon, 10, 11, 12. Attends, laisse-moi. 1, 2, 3, 4... Allons, t'inquiète pas, t'auras ta part. Oh, quelle odeur! Non, mais tu sens ça? Je croyais que c'était toi qui l'a pété. Amène-le ici, on va en finir. Tiens-le, je vais l'assommer pour de Bien. On Allez, l'achève, vas-y, Tommy. Coy. N'aie pas peur, vas-y. Allons. Dis-moi, t'as vu ça dans le Kama Sutra, Tommy? Oh, mais merde, vas-y, cogne. Je dois toujours Ouais. faire le sale boulot. Ah, j'aurais dû me débrouiller seul, t'es vraiment nul. Cette importance de la légèreté permet à ses protagonistes de s'évader afin de ne pas sombrer totalement. Cette légèreté peut se créer indirectement aussi pour le spectateur. La scène où Bob va nettoyer les égouts et propose ses services à ses voisins est drôle d'une certaine manière, surtout quand Bob fait face à un vieil homme sourd comme un pot, ce qui provoque un sacré quiproquo entre les deux personnages. Je fais les égouts du quartier. Vous voudriez que je fasse les vôtres? J'aime pas le ragoût, mon gars, j'en ai mangé hier. Et pourtant, j'aime pas ça. Non, pas du ragoût, égout. Non, je n'aime pas ça, faut pas insister, j'en veux pas. Égout, C'est merde, curieux quand même, mais G-O-U-T-S. Je vous dis que je n'aime pas le ragoût. Les égouts, bordel, pas le ragoût! Ah, soyez pas grossier. Ah, ça m'intéresse pas, mais c'est pas une raison pour être grossier. Alors on dit pas de ragoût? Non. C'est ça, bonne journée. Cette pointe d'humour qui ne se couvre pas tout le récit permet au spectateur de se plonger plus facilement dans le quotidien de misère de ses protagonistes. Il est impossible de ne pas être touché par Bob et sa quête absolue d'offrir une chose simple à sa fille, une robe de communion. Bon alors, je pense que pour beaucoup, cette quête du héros peut être dérisoire, car offrir un vêtement n'est pas quelque chose d'exceptionnel, en tout cas surtout à voir à l'écran. Mais il ne faut pas oublier que pour la famille de Colin, cette robe représente un sacré achat, surtout avec le budget qu'ils ont à disposition. Au-delà de vouloir que sa fille soit la plus belle de toutes, c'est un moyen pour Bob de sauver les apparences vis-à-vis des proches et de lui-même. Ouais, c'est un peu sa fierté qui est en jeu. Exactement. À plusieurs reprises, des personnes de son entourage, comme sa femme, son beau-père ou le prêtre du coin, essayent soit de l'aider, soit d'éviter qu'il se tue à la tâche. Mais Bob refuse de lâcher l'affaire et ne veut pas rendre de compte à qui que ce soit. La trajectoire de Bob est similaire à un parcours de combattant, voire même à un chemin de croix. Bon, ce n'est pas pour rien que je mentionne le terme chemin de croix. La place de la spiritualité ou du destin joue un petit rôle dans Rolling Stone. C'est ce qui reste de concret pour Bob. Il cherche un moyen de s'épanouir au niveau matériel, en l'occurrence avoir un travail, et offrir un présent, car ça ne lui suffit plus d'avoir quelque chose, en tout cas mine de rien, de spirituel. Ouais, là, Ken Loach nous montre bien qu'on ne peut pas échapper à la réalité matérielle et à la nécessité d'avoir un minimum d'argent, malheureusement. Voilà, chaque pierre qui tombe sur sa route est un obstacle de plus pour l'empêcher de parvenir à ses fins. Le vol de son camion, les dettes qui augmentent, un job qui se passe mal. Beaucoup de facteurs semblent le régresser socialement, comme la scène d'introduction qu'on a parlé tout à l'heure, où la capture du mouton renvoie Bob et Tommy au temps des premiers chasseurs. Cela pèse sur le moral de notre héros, qui veut garder un semblant de dignité. Non, surtout pas. J'ai trop de respect pour toi, Jimmy. Mais ce n'est pas tes affaires. Bobby, la famille, c'est ça. Écoute, je me sortirai du pétrin, mais tout seul. Pas grâce à l'église, mon garçon. Oh, mais qu'est-ce que l'église a à voir? Parce que tu n'y trouveras aucune réponse, parce qu'elle fait partie de ton problème. Écoute, tu as tes opinions. Moi, les miennes, d'accord? Non, ce que tu as, c'est peur. Et ça que notre père n'y changerait pas grand-chose. Parce que tout ce charabia religieux ne sert qu'à fatiguer l'esprit. Ça empêche de réfléchir. Écoute, Jimmy, j'ai surtout pas besoin d'un discours. Ni d'un serment. T'as besoin d'un boulot et y en a pas. Oh, c'est nouveau, je suis pas au courant. Quand t'es un ouvrier, il pleut des pierres 7 jours sur 7. Elle tombe toute sur moi. Oh non, pas que sur toi, Bob. Tu traînes ce truc individualiste, et c'est ça qu'ils veulent, ça te détruit. Oh, pourtant, je sais très bien que t'es un bûcheur. Oui, et ça m'a servi à quoi? On n'a pas inventé le système, mais c'est à nous de le changer. Même s'il cède à la facilité, il ne veut pas rester sur ses acquis et tente de trouver des solutions pour s'en sortir et offrir un meilleur avenir à sa femme et à sa fille. Si la direction du film semble montrer un chemin plus dramatique, sans trop spoiler, il n'en sera rien. Et les efforts de Bob seront un jour reconnus et récompensés. Voilà où réside le point fort, en tout cas, de Rolling Stone. Ce n'est pas un film qui se laisse aller dans la fatalité, comme le ferait la plupart des drames sociaux. C'est un film qui montre une société voulant s'en sortir. Une société qui refuse de se faire traiter en victime et qui cherche des solutions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Ouais, s'en sortir coûte que coûte, moi ça me rappelle un peu la précédente émission concernant Rocky. Effectivement, un petit peu, mine de rien. Quel que soit le résultat, le plus important c'est de montrer que quand on veut au pied. Colin, la fille de Bob, à travers sa robe de communion, est caractérisée comme un ange. C'est une petite étoile qui veille sur nos protagonistes. C'est superbe, magnifique. Une vraie princesse. C'est très Splendide. beau. Tourne, Colin, tourne.
Oh oui. Marche un peu. Joins tes mains comme tu fais à la messe. Oh, elle est superbe. En tout cas, bref, c'était Anaïs et Paul pour vous parler de Running Stone. Merci beaucoup, Anaïs. Merci à toi. Donc du coup, nous vous recommandons le visionnage du film, mais pas seulement, on vous recommande aussi de vous intéresser un petit peu à la carrière de Ken Loach, parce que déjà, il y a beaucoup trop de films. Voilà. Donc, au moins coup, les 5-6 films que tu as cités au moins en les début 5-6 d'émission. films, mais voilà, intéressez-vous quand même à ce sacré personnage. Bref, rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. Alors, normalement, on se quitte avec un extrait de la bande originale, mais cependant... on n'a pas réussi à trouver des trucs. Du coup, vu que les années 90, c'est l'année un petit peu de la découverte de la techno, et bah du coup, autant se quitter sur une chanson techno. C'était avec Something Good, Uta Sense. C'était Paul et Anaïs. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de La Mécanique de l'Esprit.